Mettez des gays dans le film. Niet pour la Russie. La Russie, grand pays qui a fait parler de lui il y a peu pour ses lois homophobes, qui a bien mis son temps avant de réagir quand la Tchétchénie a créé des camps de concentration pour homosexuels, et qui, forcément, quand des films américains distribués à l'international se vantent de montrer des gays aux enfants débarquent, les ont boycottés ou classés interdits aux moins de 18 ans pour être sûr qu'aucun gosse ne voit des gays faire rien de spécialement gay. D'un côté, j'approuve pas du tout le boycott, peu importe la raison. Alors pour une raison aussi conne que de montrer des gens s'aimer, encore moins. Mais en même temps... Donc j'ai l'impression que vous êtes beaucoup à vouloir savoir comment j'ai fait mon coming out. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire, c'était pas non plus incroyable. J'ai un ami en fait qui est trans, qui est un mec trans. C'est un ami avec qui j'étais dans la même classe. Bien convenu, nous expliquant que métal égale musique de bisounours trollolilol, pas du tout associé au diable, on va essayer de rééquilibrer un peu la balance. Et d'autant plus que les bisounours, ça peut être trop satanique, lol. Ah non mais qui a mis ça dans le montage? Ah bah c'est moi? Ah bah c'est pas malin. Salut, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Salut, je m'appelle Mobo, donc je suis compositeur de musique de jeux vidéo depuis 1989. Donc j'ai travaillé sur pas mal de jeux, sur plein de plateformes, Amiga, Super Nintendo, PlayStation. Et donc en 2004, j'ai monté le Concrete Studio, donc qui est un studio d'enregistrement, mixage, mastering pour les groupes de métal. Voilà, je travaille avec pas mal de groupes, notamment en France, quelques groupes étrangers aussi. Je fais de la production, donc c'est-à-dire que je prends vraiment les groupes du début à la fin de l'enregistrement, du mixage et du mastering, puis mais aussi des interventions plus ponctuelles sur juste du mastering par exemple, ou que de l'enregistrement ou que du mixage. C'était quoi ton rôle exactement du coup dans Double Kick Heroes? Alors, Double Kick Heroes, déjà, je vais te raconter d'où ça vient, ouais. Parce que c'est intimement lié à ta question finalement. En fait, avec David, donc le programmeur, et Guillaume, le graphiste du jeu, on a participé à des game jams. Donc, des game jams, c'est des petits concours de jeux en fait où on te donne 48 ou 72 heures pour faire un jeu sur un thème imposé. Donc, les mecs ils révèlent le thème au début du concours et bim, t'as 72 heures pour faire le jeu. Le thème du jeu, c'était faire un jeu avec 2 boutons. Et moi dans ma tête instantanément je me suis dit 2 boutons, 2 grosses caisses. On va faire un truc avec 2 grosses caisses, on va faire du métal avec de la double grosse caisse. Donc on est parti sur cette idée débile de faire jouer un groupe de métal sur une bagnole qui serait poursuivi par des zombies. Et donc de jouer de la double grosse caisse pour faire tirer des guns qui sont montés à l'arrière du véhicule pour buter les zombies qui te poursuivent pour pas qu'ils t'attrapent. Mon rôle à partir de là, ça a été de faire les musiques du jeu, mais aussi d'aider un peu David et Guillaume sur l'aspect musical du jeu, etc. Et puis aussi d'essayer de faire des musiques qui à la fois soient des morceaux, mais qui soient aussi sympas à jouer, tu vois, c'est-à-dire qu'on puisse faire des morceaux qui soient évolutifs en difficulté, c'est-à-dire que le début du morceau est plus facile, la fin est plus dure, donc ça veut dire qu'il faut composer un morceau qui arrive assez naturellement d'un truc simple à un truc plus compliqué, faire une évolution sur la totalité du jeu aussi, c'est-à-dire partir de morceaux qui sont pas trop durs pour arriver à des morceaux qui sont plus durs à jouer avec de la double dans tous les sens, des breaks, des machins, tout ça. Donc voilà, puis j'ai fait aussi le sound design dans le jeu, c'est-à-dire tous les bruits, les bruitages, les cris des bestiaux, les bruits de tir, d'impact, etc. Et donc en fait cette game jam là, au bout de 72 heures on a accouché du jeu, on l'a présenté au jury et on a dégoté, je sais plus, je crois que c'était la 7ème place ou la 10ème place en graphisme, en gameplay, et on a eu la médaille d'or en son. Donc on était super fiers. Mais la chose à laquelle on s'attendait pas tellement, c'est que derrière ça, en fait, y a plein de gens qui ont joué au jeu sur YouTube. Et en fait, tout le monde se marrait à jouer au jeu, quoi. Et en plus, toi qui es youtubeur, tu le sais, les youtubeurs ils aiment bien discuter, ils aiment bien parler. Et là, les mecs ils commençaient à jouer et en fait, ils bloquaient tellement sur le jeu qu'ils disaient plus rien. Donc c'était assez rigolo. Et en fait, ça nous a vachement motivés. On s'est dit putain, peut-être qu'on tient un truc et qu'on devrait peut-être en faire un vrai jeu. Donc on a commencé à réfléchir un peu à la question. Et puis on s'est assez rapidement décidé à monter une boîte et à faire ce jeu de manière un peu plus sérieuse et d'enrichir le contenu, tu vois, parce que la version de départ avec 4 morceaux. Là aujourd'hui, dans la version qui sort le 11 avril, je crois qu'il y a 15 morceaux ou 16 morceaux jouables.
Il n'y a que la moitié du jeu parce que c'est une version Early Access. Donc le jeu en finale sortira plus tard, je pense fin d'année. Et dans la version finale, on aura entre 30-35 morceaux, je pense. Donc on a vachement étoffé le contenu, donc on a 6 chapitres différents avec des univers graphiques différents, on a rajouté plein de monstres débiles. Guillaume, il a fait des trucs de fou. Et puis on a enrichi le gameplay aussi parce que du coup, comme on n'avait plus la limitation des 2 boutons, on a rajouté des pistes en plus de caisse claire et de cymbales. Donc on a, suivant les niveaux de difficulté que tu choisis, tu vas avoir soit juste la grosse caisse à jouer, soit tu vas avoir aussi la caisse claire en plus, soit encore en plus tu auras la cymbale qui déclenche des tirs différents, etc. etc. Mais du coup c'est hyper fun. Enfin, moi je suis peut-être pas objectif parce que c'est mes morceaux, je les connais sur le bout des doigts et tout ça machin, mais je prends un panard à jouer mes parties de batterie sur le pad, c'est juste énorme quoi. Plus j'en parle, plus je me dis que c'est vieux. Tant mieux, hein. Non mais c'est énorme, je m'éclate. Une magnifique transition donc qui me permet à présent de passer à la deuxième partie de cette vidéo qui va parler à présent des tant attendus dessins animés de propagande. Et c'est une fois de plus les États-Unis qui sont à l'honneur avec cette fois-ci un personnage bien plus connu, Bugs Bunny. Nips the Nips est un film d'animation de propagande anti-japonais sorti en 1944, avec pour héros principal donc Bugs Bunny. Un dessin animé devenu aujourd'hui plus ou moins officieusement banni à la diffusion de par ses propos insultes et stéréotypes racistes anti-japonais, tout comme d'ailleurs bien d'autres œuvres de cette époque. Le dit cartoon montrant d'ailleurs ici l'exemple typique du genre, un héros américain affrontant plusieurs adversaires japonais qui sont évidemment inférieurs à lui en intelligence et dont il réussit ainsi à se jouer de ruse en tuant par centaines. Tout commence donc dans le Pacifique avec Bugs Bunny qui chante dans une caisse en bois perdue sur l'océan. Sauf que soudainement, une île apparaît au loin. Prenant les pattes à son cou, du lapin, il se rend ainsi sur celle-ci en un rien de temps et pose ainsi les pattes à terre. Une île qui s'avère ici tout ce qu'il y a de plus paradisiaque, celle-ci n'ayant même pas un cannibale à l'horizon, ça change. Sauf que tout d'un coup, 15 secondes après son arrivée, ça se met à exploser de partout, l'île s'avérant en fait être remplie de japonais. Des japonais qui, sur des voies d'un cliché aussi insupportable que mal foutu, essayent alors de tuer Bugs. À partir de là, je ne vais pas tout raconter, mais les gags s'enchaînent ainsi à la suite. Bugs réussissant à chaque fois à berner chaque japonais qu'il rencontre, jusqu'à arriver au gag final, où il se déguise en vendeur de glace qu'il vient vendre aux soldats présents sur l'île. Hurry, get them while they're cold. Here, one for you, monkey face. Here you are, slant eyes. Everybody gets one. Et toi viens de dire quoi là? Mais coup de non-théâtre, il y avait en fait des grenades dans les glaces, qui se mettent alors à exploser, tuant tous les japonais. Enfin, non pas tous. Un soldat court rattraper Bugs pour lui demander une autre glace, parce que sur son bâtonnet, c'est marqué qu'il en a le droit à une gratuite. Et franchement... Les Chinois en âge d'être soldats sont rassemblés et abattus, le plus souvent à la mitrailleuse. Certains sont mis en ligne et exécutés au sabre ou à la baïonnette, puis jetés dans le fleuve. Quelques soldats japonais en profitent pour améliorer leur maniement du sabre. Ils organisent des petits concours de décapitation sur des prisonniers vivants. Des groupes de soldats ratissent les rues à la recherche de distractions. Leurs supérieurs leur ont bien recommandé de laisser les fillettes tranquilles, mais bon, ils savent bien que personne ne va leur faire de reproches. Mais comme je sais pas trop comment vous les dire, je pense que je vais plutôt vous les rapper. Tu sais, j'ai toujours pas rappé, j'ai toujours pas non plus utilisé autotune, mais je m'en bats les couilles. Alors pour commencer, Lolo ne sait pas monter, donc il a fallu que je prenne tout l'été pour lui apprendre comment on fait. Je me suis transformé en prof et je lui ai dit maintenant tu bosses. Et il a appris en seulement 2 mois et 10 ce boss. Aujourd'hui on ne voit même plus la différence, mais pendant son apprentissage c'était remarque à outrance. Les montages sont trop ceci ou pas assez cela, mais je ne pouvais rien avouer car je voulais le faire comme ça. Le problème suivant, comment vivre de tout ça? 2 chaînes suffisent pour nous puisqu'une seule suffit pour moi? Mais non, c'est pas si simple quand tu fais de l'animation. On dirait que sur YouTube tu ne peux en faire que par passion. Ça prend du temps à faire et ça dure pas 10 minutes, et je respecte bien trop ça pour en faire du clic à pute. Pourtant ça me plairait bien de vivre de mon plus gros kiff. Je ferais bien un Tipeee mais pas avant d'être productif. Allez, 3e problème, et je crois bien que c'est le dernier. Notre matos pue la merde, on est en mode système D. Et s'il y a un seul truc qui lâche, ça serait tellement la galère. Mais avant de changer des trucs, nous faudrait déjà de salaire. Mais malheureusement, je crois que YouTube nous fait la gueule. Monteur, étudiant et caissier à Lidl, Lolo est forcé de porter ses 3 casquettes, et moi de garder mon micro naze et ma vieille tablette. Parmi les nombreuses reprises de cette chanson faites par divers autres groupes, je retiendrai tout particulièrement celle de Jerry Phillips. On s'écoute un extrait.
Cool, non? Dès sa sortie, l'album atteint la première place des charts anglais, sans diffusion radio, et même si une fois de plus la critique n'est pas de leur côté. Ce succès commercial leur permet d'entamer leur première tournée américaine à la fin de cette année. Il y a des gens qui téléchargent des vidéos depuis YouTube et puis qui les réuploadent sur leur propre page Facebook. Vous pensez qu'ils sont pas au courant que c'est illégal? Et puis alors tant qu'à faire, en général, c'est souvent fait en ayant préalablement coupé tout ce qui permettrait d'identifier le créateur d'origine. Et alors, ça dépend des gens, mais il y en a aussi qui rajoutent leur propre logo et leur propre nom. Hein. Pourquoi se gêner, tant qu'à faire? Quitte à voler un créateur, autant que le vol soit vraiment rentable. Hein. Vous pensez que ces personnes ne sont pas au courant que c'est illégal? Ou que c'est juste qu'ils en ont absolument rien à foutre? Je penche pour la seconde solution. Alors, les réuploads à la sauvage, on en parle? Non seulement donc c'est parfaitement illégal, pour rappel, ça s'appelle donc de la contrefaçon et au pénal, ça va jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Mais surtout, c'est parfaitement dégueulasse. Mais pourquoi est-ce dégueulasse, me direz-vous? Eh bien pour tout un tas de raisons. Notamment car la vidéo d'origine est souvent franchement dénaturée, mais aussi car ça prive le créateur d'une certaine visibilité, ainsi que d'un éventuel revenu s'il en vit ou qu'il essaye d'en vivre. Du coup, je vais profiter de cette vidéo pour clarifier quelques petits points. Idée reçue numéro 1. Ah mais c'est pas un problème, ça va lui faire de la publicité au créateur, c'est vachement bien, il y a plein de gens qui vont le voir. Vendredi 13, jour de malheur. Alors que je sortais d'un dîner où nous avions frôlé d'être 13 à table, je me disais qu'au même titre qu'il n'y a pas de 13e étage dans de nombreuses cultures, il ne devait pas y avoir d'article 13. Maudite proposition de directive du copyright sur le marché unique numérique, l'article 13 se faisait fort de policer tout contenu chargé et publié sur les plateformes. Ce satané article 13 que les députés du Parlement européen avaient validé, oui, ce satané article 13 avait, maintenant qu'il était passé, changé mon quotidien.